puisque au moment de la première fusillade, la connaissance de la situation au Bataclan n'était pas connue, elle s'est révélée un peu plus tard, et que la mobilité et le nombre des équipes terroristes étaient peu connus. Le choix qui a été fait par les équipes de régulation, je crois que vous avez également une audition de professionnels qui pourront vous le dire avec précision, une compétence moi-même sur ce point-là, a été de faire en sorte qu'on puisse concilier deux objectifs. Un premier objectif, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les victimes puissent arriver dans des établissements complètement prêts à les prendre en charge pour des traumatologies complexes, hyper urgentes, ce qu'on appelle les urgences absolues. Donc, aucune victime ne se trouve dans un établissement qui aurait été incapable de les prendre en charge, et d'autre part, de pouvoir continuer à conserver des établissements qui puissent être en mesure de prendre d'autres victimes, c'est au-delà des premières victimes recensées, des dizaines, centaines de victimes recensées, le bilan, soit par rapport aux attaques connues, soit par rapport à d'autres attaques au long de cette nuit, de cette question posée, vont être disponibles. Un mot là-dessus. Nous, ça a été organisé au sein de l'assistance publique, effectivement, en utilisant au mieux des établissements très équipés, notamment la Pitié-Salpêtrière et l'hôpital européen Georges Pompidou. Je crois que Saint-Louis et Saint-Antoine étaient eux-mêmes, encore une fois, qui ne sont pas destinés normalement à être mobilisés sur ce type d'attaque, on peut même renforcer soit par du personnel de ces établissements, soit par des personnels d'autres établissements qui sont plus importants, et de faire en sorte que les autres hôpitaux soient bien évidemment en alerte, reçoivent des blessés, soit régulés en petit nombre, soit également vont venir spontanément, dans une nuit dans laquelle le trajet des véhicules de secours a pu parfois être désorienté. Donc, les véhicules de secours sont partis vers un hôpital, se sont réorientés vers d'autres hôpitaux quand voie d'accès était fermée pour des raisons de sécurité. Mais l'avantage d'avoir un certain nombre d'hôpitaux mobilisés, de telle sorte que le système puisse s'adapter au fur et à mesure des contraintes dramatiques de terrain. Et puis, d'autre part, assurer une capacité, moi j'ai pu en juger moi-même pendant toutes les heures de cette nuit, pouvoir vérifier que nos capacités dans les différents hôpitaux, d'abord les hôpitaux d'assistance publique, les hôpitaux de la région de France qui ont été mobilisés par l'ARS, étroite relation avec nous-mêmes, qu'il s'agisse des hôpitaux militaires, qu'il s'agisse d'hôpitaux généraux en dehors de la paix, qu'il s'agisse d'hôpitaux des ESPIC privés à but non lucratif, de pouvoir mesurer à chaque moment la capacité de prise en charge de blessés et de blessés graves de l'ensemble de ces établissements. Et ceci, comme vous le savez, a été élargi au-delà des frontières, si je puis dire, de la région de France, puisque, à une heure, pas vous préciser de tête, mais assez rapidement, on a été également mis en alerte d'autres établissements, notamment d'autres grands centres hospitalo-universitaires, avec également des moyens de transport et une portée avancée, de telle sorte que si l'évolution allait au-delà des quelques centaines de blessés graves, il n'y ait pas de perte de chance pour les patients. Ce qui me permet de confirmer ce que disait le général concernant les hôpitaux qui sont sous sa responsabilité. En ce qui concerne les hôpitaux qui sont sous sa responsabilité, la
répartition des blessés a été faite d'une part en faisant en sorte que certains hôpitaux spécialisés puissent prendre en charge le plus de patients possible sans atteindre leurs limites. Sans atteindre leurs limites, je peux vous donner une illustration extrêmement claire. La Pitié-Salpêtrière est un établissement qui a pris en charge effectivement beaucoup de blessés graves dans les toutes premières heures. En chronologie, c'est la Pitié-Salpêtrière, et puis ça a été un peu plus tard l'hôpital européen Georges Pompidou, pendant le même temps, a procédé à une greffe cardiaque, à une greffe rénale. Donc c'est un hôpital qui a pris en charge énormément de blessés graves et qui a pu continuer à sauver des vies par ailleurs sur des activités extrêmement lourdes qui montrent la force de ces établissements et la mobilisation qui aussi a été permis quelques minutes. Il y a une dizaine de blocs opératoires qui ont été ouverts en parallèle. Et ouvrir un bloc, ce n'est pas ouvrir la porte, faire en sorte que l'ensemble des équipes médicales, chirurgicales, anesthésiques, paramédicales soient disponibles, ce qui a été le cas dans pas un seul des établissements. On a déploré le manque de disponibilité ni de personnel, ni de matériel. Et quand on évoque la question du personnel, c'est l'ensemble de personnel, c'est pour ceux auxquels on pense, bien évidemment, immédiatement, qui était fait tout à l'heure, mais également celles et ceux qui sont en support. Je pense notamment à celles et ceux qui peuvent stériliser les instruments, qui peuvent fournir des médicaments et le matériel, etc. À aucun moment il n'y a eu de manque de personnel, malgré les petites incertitudes qu'on a eues à un moment donné sur l'accès du personnel, qui est un des points importants. Il y a eu beaucoup de contacts cette nuit-là entre nous et les services de police dans des périmètres qui sont occupés et des personnels qui reviennent, qui sont leur carte professionnelle, capacité de trouver leur appartenance à l'équipe hospitalière, et qui sont des points sur lesquels nous travaillons d'ailleurs aujourd'hui. Il y avait des conséquences de cela, mais il y a eu des moments où nous avons dû faire en sorte qu'effectivement on puisse avoir accès de la même manière que l'une des, si je reviens à ce qui s'était passé en janvier 2015, l'un des éléments compliqués, c'est le périmètre de sécurité, faire en sorte que le personnel qui doit travailler à l'hôpital puisse trouver certaines distances de leur établissement, malgré une autoroute coupée, malgré des voies de communication qui sont perturbées pour des raisons de sécurité. Donc, prise en charge des blessés qui s'est fait, j'allais dire, à la fois dans un schéma pensé et organisé pour tenir compte de maintien d'une disponibilité, de capacité technique, cas d'évolution ultérieure, et à la fois qui ont dû s'adapter, comme dans tout plan, s'adapter à la réalité de l'accessibilité de tel ou tel établissement qui a pu se faire. On ne trouve pas des patients qui allaient probablement vers tel hôpital et qui ont été détournés vers un autre, sans que ce soit une improvisation, si je puis dire, puisque effectivement, à tout moment, les régulateurs avaient connaissance des disponibilités des différents établissements. J'insiste là-dessus parce que je pense que cette capacité de prévision, c'est-à-dire recensement des besoins, recensement des moyens et exercice préalable, doit s'allier avec une capacité d'adaptation qui font que les acteurs qui sont sur place doivent être capables de le faire. Un mot sur le déclenchement même du plan blanc. Il a été officiellement notifié aux hôpitaux à 22h34. Alors pourquoi 22h34 ? La question qui s'est posée dans, j'allais dire, la demi-heure qui a précédé, était de savoir si nous prenions la décision de mobiliser l'ensemble des hôpitaux, ce qui, à ma connaissance, ne s'était pas fait à l'échelle de l'assistance publique dans un passé jamais.
qui n'était jamais fait, avec comme avantage, on le voit bien évidemment, de pouvoir déployer l'ensemble de ces capacités, et comme risque de pouvoir mobiliser en une nuit des hôpitaux qui pourraient du coup ne pas tenir dans la durée. Donc moi j'ai pris la décision un peu avant 22h34, nous avons étudié à l'ensemble. Nous avons vu, j'allais dire, à la fois l'évolutivité du système de la crise et puis à la fois les fortes inconnues qu'on avait sur le nombre de victimes aussi des Bataclan. En 22h34, on ne sait pas ce qui se passe au Bataclan, nous ne savons pas, mais de considérer qu'il y a effectivement un grand nombre de personnes dans un lieu avec des terroristes, nous considérons que cela justifie, même si effectivement c'est une mobilisation extrêmement forte de, quand on voit le territoire géographique qui s'allume, quand on est en Seine-Saint-Denis d'un côté, au lieu de Paris de l'autre, etc., de mettre l'ensemble des hôpitaux en alerte, ce qui veut dire l'ensemble des hôpitaux, de leur demander de rappeler le personnel, ce qui a été fait, et ce qui a été fait, comme vous le savez, avec, difficile pour nous ensuite de faire la part de celles et ceux qui sont revenus spontanément, et celles et ceux qui ont été rappelés. Et encore une fois, dans aucun de ces établissements, il n'a manqué de personnel, ni dans ces heures immédiates, ni d'ailleurs dans les jours qui ont suivi. Un mot également sur les conditions de prise en charge. Comme vous le savez, donc, il y a au moins une centaine d'urgences absolues qui ont été prises en charge dans les hôpitaux, parmi plusieurs centaines de blessés qui a des transferts secondaires, quelques exceptions près ultérieures, mais pour des raisons tout à fait justifiées, et sans que, ça c'est la parole de nos chirurgiens, de nos médecins, sans qu'ils aient eu l'impression de faire de la chirurgie et de la médecine dégradée, mais ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils ont pu faire de la chirurgie et de la médecine dans des circonstances exceptionnelles, etc., mais dans les mêmes conditions de qualité et de sécurité qu'ils le faisaient la veille, qu'ils le faisaient l'avant-veille, et qu'ils l'ont fait la semaine suivante. C'est-à-dire que nous ne sommes pas mis en situation de devoir transiger avec la qualité et la sécurité des soins. Ce qui se traduit, là aussi, c'est des études poussées pour le montrer, c'est juste de donner pas de valeur scientifique, par le fait qu'il y a eu, parmi celles et ceux qui sont arrivés jusque dans les hôpitaux, il y a eu 2 patients décédés à l'arrivée, une victime décédée le 14 au matin, qui est décédée quelques jours après, sur ces centaines de patients, et la plupart des patients, y compris avec des blessures extrêmement graves, ont été sauvés. Et je crois que, au regard des professionnels, effectivement, les conditions de prise en charge sanitaire l'ont été dans des conditions qui étaient les conditions pour lesquelles ces hôpitaux de très grande technicité sont prévus. C'est posé également rapidement la question de l'information. Donc nous avons rapidement été confrontés à des appels, ce qui nous a conduit à activer notre système de réponse téléphonique par un numéro dédié, qui est le numéro que nous utilisons en général en journée quand les proches veulent savoir si perdu de vue leurs proches, pour savoir s'ils sont hospitalisés. Nous avons donc mis en place
est opérationnel un peu avant, un peu après, vers 1h du matin dans la nuit 13-14, de telle sorte que, effectivement, le fait que les établissements fassent remonter à la cellule de crise l'ensemble des données sur l'identité des victimes puisse permettre de répondre aux problèmes. Ce numéro a dû recevoir à peu près 1 000 appels dans les premières heures et 4 000 appels dans les premiers jours. Nous avons, j'insiste là-dessus, c'est probablement des choses sur lesquelles vous me poserez des questions, avec nous une capacité de répondre à une seule question. Face à un nombre de patients, est-ce qu'on peut répondre et nous hospitaliser chez nous? Bien évidemment, nous ne pouvons pas répondre à une question est-ce qu'un patient est hospitalisé dans un autre établissement de l'assistance publique, et bien évidemment pas est-ce qu'un patient qui ne figure pas sur le flux est-il devenu ce qui a été des questions extraordinairement douloureuses que on a pu se poser pendant plusieurs heures et plusieurs jours un certain nombre de proches. Nous savions leur dire avec une certitude qui était quasi complète très rapidement, c'est-à-dire très rapidement dans la nuit et quasi complètement au début de la matinée du samedi 14, de dire que le nom qu'ils nous donnaient n'était pas un patient pris en charge de l'assistance publique, pouvant leur éviter de faire le tour des différents hôpitaux puisque nous avons un système centralisé, mais quand on vous donne cette information, vous allez quand même dans un hôpital parce qu'effectivement ces patients, ces victimes pouvaient être soit décédés, soit éventuellement réfugiés ailleurs, etc. Et donc on a mis en place aussi dans chacun des hôpitaux des équipes capables de répondre à ces patients. Assez proche. Pardon. De la même manière, à peu près à la même heure, un peu plus tôt, je crois avant minuit, nous avons, à la lumière de ce que nous avions vécu et mis en place en janvier, activé l'Hôtel Dieu comme un lieu pouvant recevoir des proches, des personnes ayant été sur les lieux de l'attentat et ne souffrant pas de blessures graves, de telle sorte qu'il y a eu, vous avez constaté notamment sur place, dans la nuit à l'Hôtel Dieu, un nombre de psychiatres et de psychologues disponibles qui finalement ont reçu peu de patients dans les premières heures. Ils ont reçu peu de patients dans les premières heures, notamment parce que d'autres centres étaient ouverts, et la question s'est posée le samedi matin. Le samedi matin, nous on a vu monter le moment où nous atteignions, si je puis dire, la limite des réponses, avec un certain nombre de numéros qui pouvaient être saturés, avec des informations qui pouvaient être cloisonnées entre les différentes sources d'informations, avec des limites aux informations qu'on pouvait donner. Bien évidemment, une information sur une mort n'est pas donnée par l'hôpital parce qu'une enquête est ouverte, vous le savez, Monsieur le Président. Donc, de pouvoir faire en sorte de sortir le besoin qui est un lieu qui puisse être en même temps mis à jour l'ensemble des informations possibles à des familles et des proches, en même temps présent des questions psychiatriques, psychologiques pour pouvoir soutenir les proches et en même temps les autorités habilitées à pouvoir délivrer ce type d'information. Et c'est ça ce qui a conduit, je crois, en fin de matinée samedi, les autorités gouvernementales à décider que ce lieu serait l'école militaire et qui, donc, a, je crois, à partir de 15h le samedi, pu recevoir les familles. Et puis, il y a bien évidemment la question du soutien
psychologique des victimes de ce stress gravissime de prise en charge, donc, pour lequel nous, supérieurs amis, des personnes en consultation, soit pour avoir besoin d'un appui dans ce type de soins, soit pour avoir besoin d'un certificat de la part d'un médecin qui a conduit à un flux de patients très important pendant au moins une dizaine de semaines, une quinzaine de novembre, du mois de décembre, du mois de janvier. Donc c'est un nombre de patients très importants qui ont été vus par les équipes de l'Hôtel Dieu et avec le soutien des autres équipes qui ont pris le relais des cellules d'urgence médico-psychologique qui avaient été déployées dans la nuit, dans des conditions sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Un mot également, comme l'a fait le général de Gaulle, je crois que le professionnalisme, la conscience professionnelle, je dirais même la conscience vocationnelle des agents, quel que soit leur grade, quel que soit leur métier, a été tout à fait extraordinaire, tout à fait remarquable. Mais également, je crois qu'on doit pouvoir indiquer le choc que ça a été pour ces professionnels d'être confrontés à une situation d'une telle violence, à des victimes jeunes, à des blessures gravissimes, à des chocs psychologiques, des chocs somatiques, à la mort des proches et des victimes. Et donc nous avons également mis en place une possibilité à la fois des mécanismes de soutien psychologique collectif et individuel qui ont été beaucoup utilisés et qui le seront encore dans le moment qui vient, puisque les éléments ont été pris sérieux pendant une longue période. Voilà, donc je confirme ce qui a été dit dans la première partie de l'audition. Effectivement, les moyens qui ont été mobilisés pour faire face à des éventualités de dégradation encore pires que celles auxquelles nous avons assisté. Je dois dire au nom des équipes que je représente que personne, du point de vue administratif, technique, logistique, chirurgical, médical, a évoqué de désorganisation dans des organisations de terrain, des difficultés de terrain très hospitalier dans cette condition extrêmement difficile, mais une fois l'accès aux victimes possible, personne n'a évoqué, y compris dans les heures qui ont suivi l'attentat, y compris dans le retour d'expérience nombreux que nous avons organisés, de facteurs de désorganisation. Je crois que c'est à mettre au crédit des équipes extrêmement professionnelles qui ont été mobilisées. Et je mets sur un même plan, si vous me le permettez, celles qui ont dû faire face à un afflux de blessés extrêmement important et celles qui étaient, j'allais dire, en réserve avec moins de blessés, parfois pas de blessés, mais le rôle dans des circonstances comme celle-là est aussi important. De la même manière que nous faisons en sorte que l'exercice s'applique à la fois à celles et ceux dont on sait qu'ils risquent d'être en première ligne, mais également à celles et ceux qui sont en seconde ligne. Et je terminerai en espérant ne pas avoir été ni trop court ni trop allusif, mais en me tenant bien évidemment à votre disposition, sur ce double rôle que tiennent nos institutions. Elles tiennent un premier rôle de réponse sanitaire, tout à fait fondamental et visible. Mais elles tiennent un deuxième rôle, comme d'autres institutions, d'un facteur de stabilité face, et tout le monde le sent comme cela, si je peux m'exprimer au nom de mes équipes, tout le monde sent, au-delà de la
l'effet des bombes, une tentative de déstabilisation psychologique. Et nous voyons notre rôle, quelquefois dans les exercices, dans la discipline dont font preuve les différentes équipes, aussi une réponse à cette deuxième menace qui est moins directement que la première, mais est, je pense, aussi redoutable que la première. Et je pense que la stabilité des équipes a un certain sang-froid, ce qui n'empêche pas d'être chacun touché dans sa chair, comme vous en avez vu dans les nombreux témoignages qui ont été faits, importants. Je terminerai par une dernière chose. Nous avons tenu à ce que nos établissements, à la fois dans les heures immédiates, dans les jours et dans les semaines, rendent des comptes, mais en étant extrêmement restrictifs sur l'accès aux médias dans nos établissements, à la fois pour que les équipes puissent travailler, pour que le secret professionnel et médical puisse être préservé. Et ça fait partie aussi des choses importantes sur la stabilité d'un dispositif sanitaire dans des conditions aussi dramatiques que celles que nous avons. Merci, monsieur le directeur général, pour cet exposé très complet. Et je voudrais céder la parole à monsieur le rapporteur. À vous, monsieur. 3 questions extrêmement courtes parce que beaucoup de collègues qui souhaitent intervenir. Première question sur. Dans votre exposé, vous avez répondu en partie à ma question sur le fait que ça a été concentré sur 3 hôpitaux plutôt de proximité, tout simplement parce que on ne savait pas ce qui allait arriver d'autre, et donc vous avez souhaité se concentrer pour également. Quel est, sur les hôpitaux qui ne dépendaient pas de la PH, pourquoi ils n'ont pas été là aussi mobilisés un peu plus que ce que ça a été le cas actuellement? Deuxième question très rapide sur le damage contrôle dont le général Guillaume parlait. Est-ce que c'est, on voit bien que, ça a été dit et redit, on était face, en plein cœur de Paris, le 13 novembre, face à des blessures de guerre. Ça a été également dit par un certain nombre de responsables politiques. On est face à une situation de guerre avec des armes de guerre. Est-ce qu'il y a une évolution au regard de l'expérience de ce 13 novembre? Est-ce qu'il y a une évolution vous avez dit qu'on n'a pas eu de chirurgie dégradée, il n'y a pas eu de prise en charge médicale dégradée. Le damage contrôle n'est pas forcément prise en charge dégradée, mais est-ce qu'il y a une évolution de la doctrine de la PHP sur ce type d'intervention? Et troisième question, vous l'avez abordée assez succinctement, ça a été beaucoup dit par les associations de victimes que l'on a reçues ici il y a quelques semaines sur la difficulté pour eux de pouvoir avoir des informations, notamment de la part, ça a été dit de la part de la PHP sur l'identification des victimes. Ça a été, vous l'avez rappelé, pour certains nombres, un parcours du combattant. Là aussi, est-ce qu'il y a un retour d'expérience qui fait que vous souhaitez, dans l'information des familles en particulier, améliorer le dispositif? Sur le premier point, sur la répartition, excusez-moi, je vais avoir une expression peut-être qui n'est pas poétiquement correcte, mais la préoccupation du cela, c'est pas de servir tout, pardon, mais d'assurer l'harmonie entre la répartition des différents établissements. Ça a été vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul patient, il n'y a pas un seul patient qui est arrivé dans un endroit où on était débordé. Deuxième chose, et donc quand vous regardez la géographie, elle s'explique aisément. Quand vous regardez les lieux de fusillade, je vais vous donner 2 exemples assez simples. Premier lieu, Stade de France. Stade de France, nous avons 2 établissements à une relative proximité. D'un côté, Beaujon et Bichat, qui font partie du même groupe hospitalier, et de l'autre, si je me situe plus à l'est, l'hôpital de Bobigny, l'hôpital universitaire d'Avicenne. Ces 2 établissements ont été préservés, et encore une fois, probablement le
professeur Carly, si je fais une petite parenthèse, le directeur général de l'assistance publique, qui n'est pas médecin, ce qui est aussi une de répondre à une deuxième question, ne s'occupe pas à ce moment-là de la régulation. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que les décisions de régulation soient des décisions purement médicales et opérationnelles. Donc elles ne sont pas politiques, elles ne sont pas administratives, elles sont purement médicales. Moi, je les, si je puis dire, les constate a posteriori. Et je dirais a posteriori que si j'étais légitime pour donner des instructions, je ne donnerais pas d'instructions différentes de celles qui ont été faites. Avec un élément. On est dans. Donc, quand vous regardez la géographie, j'ai parlé du Stade de France, quand vous regardez les fusillades de Bataclan, qu'est-ce que vous trouvez? La Ribosière, Saint-Louis, Saint-Antoine, et la Salpêtrière. Donc, c'est cet ensemble-là qui a été logiquement sollicité. Quand vous regardez ensuite l'hôpital qui a été sollicité après un peu plus loin que ce périmètre, vous avez l'hôpital européen Georges Pompidou, pour une raison assez simple, c'est un des rares hôpitaux qui dispose à la fois de la chirurgie orthopédique et thoracique, de la réanimation, de la chirurgie cardiaque et vasculaire, etc. Et donc parfaitement adapté sans qu'il y ait besoin, parce que moi j'ai entendu certains établissements me dire mais on aurait pu faire venir d'autres équipes en renfort de nos spécialités. Là nous avions des établissements qui étaient complètement armés. Je rajouterai quelque chose. Il se trouve que nous sommes à Paris, dans lequel il y a hors attentat des services d'urgence et des hôpitaux qui ne chôment pas même en période normale. Il est assez logique qu'il y ait des établissements qui puissent faire face. Je connais cet exemple de la grève cardiaque qui a eu pris, mais il se trouve que par ailleurs, c'est un peu psychologique, pendant ce période d'attentat, les gens, etc. Mais il y a aussi à faire face, de faire des infarctus. Donc cette règle de croisement entre la disponibilité des établissements et leur labellisation, hein, Pitié-Salpêtrière est un hôpital qui est labellisé pour les productions de comme l'aide Bichat-Beaujon, mais qui a été mis en réserve pour cela, explique cette répartition, qui est encore un exercice difficile, mais me paraît avoir répondu à l'objectif d'intérêt général qui est la protection des patients. Sur les évolutions, je dirais que ces évolutions de prise en charge, elles n'ont pas été décidées dans la nuit du 13 novembre, effectivement. Encore une fois, je ne suis pas médecin, vous auditionnerez des personnes plus légitimes et plus compétentes que moi pour répondre. Mais effectivement, ces évolutions ont fait suite à l'utilisation d'armes qui conduisaient à des blessures différentes, des fusillades, engins qui avaient été utilisés dans d'autres circonstances et qui ont conduit les équipes pas tellement hospitalières, mais pré-hospitalières, à la fois dans leurs échanges avec leurs collègues français et dans des échanges très nourris avec les équipes londoniennes, espagnoles, américaines, notamment au cours de ces derniers temps, à être capables d'adapter leurs conditions de prise en charge à des armes aussi meurtrières, aussi blessantes, aussi traumatisantes que ces armes qui ont été utilisées. Donc les conditions balistiques dictent également les conditions de prise en charge. Sur les questions d'identification, je crois qu'il y a effectivement, d'abord on y travaille beaucoup, il y a plusieurs choses d'ordre différent. Première chose, qui est de mieux et plus rapidement consolider les informations des établissements, quel que soit leur groupe d'appartenance, si je puis dire, et de faire en sorte ce qui a été fait, je ne vais dire pas dans les premières heures, mais dans les jours
président, notamment sous l'égide de l'Agence régionale de santé, que les cliniques en charge de qui est une liste consolidée de cet ensemble. Comment se reconstruit le Rwanda 22 ans après avoir vécu l'un des plus importants génocides de l'histoire? On cherche à comprendre dans Droit de Suite. Pour commencer, un documentaire, Rwanda, du chaos au miracle, puis sa réalisatrice Sonia Roland, l'ancien ministre rwandais Jean-Marie Vianney Ndagijimana, le député François Loncle et le journaliste Christophe Boisbouvier seront à mes côtés pour débattre de la reconstruction du Rwanda. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Gracien. C'est ce soir 20h30. La Poste célèbre l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. C'est la monarchie française qui, à partir du XIIIe siècle, a instauré cette tradition. Le monarque convoque une représentation de la nation afin de recevoir d'elle conseils et avis. L'élection des représentants ne suit pas vraiment de règles précises et claires. Il s'agit plutôt d'un système pyramidal où l'individu appartient à un groupe, une famille, une communauté, un corps ou un ordre. L'idée est de remonter l'information de bas en haut, jusqu'en haut, jusqu'au roi. C'est ce que veut faire Louis XVI lorsqu'il convoque les États généraux. Il souhaite recueillir l'avis de ses sujets pour régler la crise financière et économique que traverse le pays. Mais en cette fin de XVIIIe siècle, la question de la représentativité est posée par les philosophes, par les sociétés savantes. Et Louis XVI n'avait pas pensé que le vote, la représentation nationale, allait être au cœur des débats. Lorsqu'il convoque les représentants du peuple, soit environ 1200 députés, le mode de scrutin donne un vote par ordre, soit un pour la noblesse, un pour le clergé, un pour le tiers-état. Mais avec 578 députés, le tiers-état possède la majorité. Il trouve donc injuste le vote par ordre qui le met à égalité de voix avec le clergé et la noblesse. Pourtant, l'injustice et les privilèges sont bien les marques de la royauté, et ce, depuis longtemps. En fait, ces États généraux, symboles du tout-pouvoir royal sur ces sujets, signent le début d'une situation qui échappe au roi et qui échappe à tout le monde. Le roi est inapte à gérer la situation. Le tiers-État, lui, est prêt. Sa révolution l'attend. Les États généraux du 5 mai 1789 marquent donc le début de l'été le plus mouvementé de notre histoire. En 1939, la Poste célèbre cet événement majeur de la Révolution française, le serment du jeu de paume. Les États généraux, convoqués par Louis XVI, sont un désastre. Alors que le roi pensait régler les problèmes financiers du pays, il se retrouve face à des députés désireux de remettre en question le mode de scrutin, qu'il considère injuste et pénalisant. Pendant ce mois de mai 1789, la situation est bloquée et les négociations s'éternisent. Aucun des deux camps ne se ni le roi, pourtant dans une impasse, ni les députés du tiers, sentant certainement de la fébrilité dans la royale posture. Si bien que des députés du clergé et de la noblesse finissent par se rallier à la cause du tiers-État. Le 17 mai, l'abbé Sieyès nomme ce rassemblement l'Assemblée nationale. Acculé devant le pouvoir qui lui échappe, le roi va commettre une erreur stratégique et politique. Le 20 juin 1789, il ordonne de fermer la salle où la toute nouvelle Assemblée doit siéger. Les députés se trouvent donc face à la porte close de la salle des menus plaisirs. Spontanément,
ils cherchent un autre lieu pour se réunir. Non loin du château se trouve la salle du jeu de paume, où les députés vont prêter le célèbre serment du même nom. Parmi eux, des noms qui vont marquer l'histoire. Mirabeau, Robespierre, Sieyès, Grégoire, Bailly. Tous ensemble, ils jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la nation. Peut-être la plus significative des étapes qui mènent la nation à sa révolution vient d'être franchie. Si la royauté n'est pas abolie ce jour, elle n'est qu'en sursis. Le tiers-État, qui représente 96% de la population, ne peut plus faire machine arrière. La démocratie est en marche. Ce timbre de 1971 illustre l'événement que nous considérons de manière symbolique comme l'acte fondateur de notre République. Mais lorsque le jour se lève ce matin du 14 juillet 1789, rien ne laisse présager de la tournure historique qu'allait prendre cette journée. Toute la nuit, dans Paris, une rumeur a circulé. Louis XVI va envoyer sa garde. Une foule inquiète se regroupe alors devant les Invalides et réclame les 32 000 fusils s'y trouvant. Devant le refus du gouverneur, les émeutiers forcent l'entrée et, étonnamment, la garde laisse faire, ne fournissant aucune résistance. Le peuple a désormais les fusils, mais pas la poudre. Celle-ci est à la Bastille. Aux alentours de midi, la foule parisienne se met en marche en direction du faubourg Saint-Antoine. À la Bastille, une délégation est conviée à la table du gouverneur Delaunay, à qui l'on demande deux choses, la poudre et le retrait des canons alors dirigés sur Paris. Les négociations s'éternisent. Dehors, on s'impatiente. La tension monte. Le gouverneur ordonne finalement le retrait des canons, mais de l'extérieur, la foule l'interprète comme l'annonce d'un bombardement imminent. Il ne fallait qu'une étincelle pour que tout s'embrase. Armé de peu de choses, le peuple s'introduit. En 2 heures, la citadelle construite sous Charles VII, transformée en prison d'État sous Richelieu, réputée imprenable, est finalement tombée. Et avec elle, le symbole du pouvoir arbitraire monarchique. C'est au duc de la Rochefoucauld-Liancourt, responsable de la garde-robe royale, que revient la douloureuse charge de réveiller et de prévenir le roi de ces mouvements populaires. Louis XVI de s'étonner, mais c'est une révolte? Le duc de lui répondre, non, sire, c'est une révolution. Homme célèbre de la Révolution française, Jean-Baptiste Drouet, simple maître de poste, n'avait aucune raison de le devenir. Il entre dans l'histoire le 21 juin 1791, lorsqu'il reconnaît Louis XVI et sa famille en fuite vers l'Allemagne. Placés sur les routes principales, les relais de poste avaient une position naturellement stratégique. Ils ont donc toujours rempli un rôle non officiel de renseignement et de surveillance des années venues sur les routes de France. L'aventure de Drouet en est la plus célèbre illustration. Le roi quitte Paris dans la nuit du 19 juin 1780. La fuite de la famille royale est orchestrée par un fidèle, le général Pouillet. La route pour rejoindre l'Allemagne est minutieusement choisie. Des hommes placés aux endroits stratégiques, le changement des chevaux planifié. Par décret royal, seuls les relais de poste ont l'agrément de remplacer un cheval. Et c'est cela qui alerte Drouet. Les chevaux ont été changés sur le convoi royal, mais pas par lui. Il s'approche des voitures et demande des explications. C'est alors que l'imprudent roi sort la tête. Drouet, ayant eu un assignat entre les mains, reconnaît son souverain. Il laisse partir les voitures, mais après avoir sonné l'alerte, se lance à leur poursuite. Le royal convoi a changé de chemin et se dirige vers Varennes, où il devra s'arrêter pour la nuit. Mais l'étau se referme sur Louis XVI. Alerté par le tocsin, le peuple se dirige de plus en plus nombreux vers le bourg. Le roi et sa famille y sont arrêtés le 21 juin. Dans le pays, on assiste alors à ce spectacle saisissant, celui d'un roi traîné captif au milieu de ses terres. La célébrité tombe sur ce simple maître de poste. Grâce à ce coup d'œil, Jean-Baptiste Drouet entre dans l'histoire. Au cœur de la semaine politique, ceux qui font l'actualité se confrontent aux questions de
Frédéric Aziza. Julien Drey, conseiller régional d'Île-de-France, est l'invité de Questions d'Info cette semaine. Questions d'Info en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, chaque mercredi à 20h30. Deux petites filles ont été violées et assassinées à 8 jours d'intervalle. Et moi, je veux savoir par qui. Alors vous, un autre, je vous jure, ça m'est complètement égal. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un raton ou un nègre violente les petites filles, c'est une affaire quelconque. Par contre, si c'est moi, Maître Martineau, notaire, alors là, c'est inspiré dans une carrière de flic. Les journaux, les interviews, la télé, si tout va bien. C'est pas vrai, ça. Saisis par la banque. Tu verras quand tu perdras ton boulot, tiens. C'est bien simple. Quand t'as plus de travail, tu lui prends 2 fois plus. C'est bien ce que je te raconte. C'est peut-être mieux comme ça. Tour de France, un petit peu de C'est pas le moment de se laisser aller. Ça fait les papiers du On n'a même pas de vécu. Comment tu me connais les papiers de la charrette? C'est pourquoi j'ai envie. Nan. Dis bien chaud. Dans une petite chambre propre. Il est 16h30. Retrouvez Delphine Girard dans Sénat 360. Bonjour à tous et bienvenue en direct pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. 500 millions d'euros pour la jeunesse. Manuel Valls donne des gages aux étudiants et aux lycéens qui se disent satisfaits. Opposés à la loi travail, analyse et débat à suivre. Les suites des Panama Papers. La présidente de la commission des finances rencontrera demain au Sénat le PDG de la Société Générale, Frédéric Aziza, après les soupçons de faux témoignages devant une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. La place de la République est évacuée ce matin, mais le mouvement Nuit debout maintient malgré tout sa mobilisation. Sera contrôle le rapporteur général de la commission des finances, mais elle sait que nous avons encore beaucoup comblé du trou. Le combat contre l'évasion fiscale ne se gagne pas uniquement par des moyens coercitifs. Il suppose également de sécuriser la législation fiscale afin de ne plus permettre, par le jeu de montage ou d'interprétation inventive, des évaporations de la matière imposable. La loi doit donc être aussi précise que possible et être adaptée afin de fermer toutes les voies d'optimisation. En la matière, le bilan du quinquennat démontre la volonté du gouvernement. Il y a plus d'une trentaine de mesures fiscales qui ont été prises pour renforcer l'assiette fiscale, qu'il s'agisse de l'impôt sur les bénéfices des entreprises ou d'impôt sur le revenu.
À titre d'exemple, nous avons supprimé les mécanismes d'optimisation des codes-parts de frais et charges pour l'application du régime mère-fille de taxation des dividendes. Nous avons renforcé les règles de lutte contre la sous-capitalisation qui permettent à certaines sociétés de maximiser la déduction d'intérêts d'emprunt. Nous avons taxé les biens détenus dans le cadre des trusts. Nous avons supprimé la possibilité pour les non-résidents d'utiliser des SCI pour échapper